Bonjour et bienvenue dans En Studio, jour 23. Aujourd'hui pour cette avant-dernière vidéo, j'ai décidé de me consacrer à de nombreuses informations qui me restaient en stock. Des anecdotes que je ne pouvais pas forcément vous raconter parce qu'il n'y avait pas de quoi faire une vidéo entière là-dessus. Et que du coup j'ai mis en vrac sur une feuille comme ça, digne de la hotte du Père Noël. D'ailleurs cette vidéo s'appelle sûrement En vrac. Et voici maintenant différentes anecdotes totalement au hasard, qui n'ont pas forcément de lien entre elles, mais sur la musique et sur des enregistrements. Pour la première anecdote, il s'agit d'une information que j'ai découverte en travaillant sur cette série et où j'ai été assez surpris de l'apprendre, et il concerne un certain plagiat. Bon, le plagiat dans la musique, même si c'est mal, ça a l'air d'être assez commun, et ça, Ed Sheeran est très bien placé pour vous le dire. Depuis la nuit des temps, ça existe, et même regardez récemment, Gilbert Montagnier a perdu un procès pour plagiat sur sa chanson On va s'aimer. Mais alors là, s'il y avait bien une chanson où je ne pensais pas qu'il pourrait y avoir un plagiat, c'est Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Pourtant, la chanson du groupe britannique sortie en 1971 a été accusée de plagiat par un autre groupe, The Spirit. Le groupe les accuse d'avoir plagié leur musique Taurus, sortie en 1968. Et ils en sont pratiquement sûrs parce qu'à l'époque, The Spirit et Led Zeppelin se rencontraient souvent et allaient voir les uns et les autres en concert. Et du coup, ils en sont pratiquement certains que le groupe de Robert Plant a entendu la chanson Taurus et se sont dit tiens, si on prenait quelques petits trucs et qu'on réarrangeait ça pour donner la chanson finale qu'on connaît aujourd'hui qui est Stairway to Heaven. En 2019, la justice a tranché en l'honneur de Led Zeppelin, expliquant qu'il ne trouvait pas de similitude entre Stairway to Heaven et Taurus. Alors, personnellement, quand je réécoute la chanson, je trouve quand même qu'il y a un petit truc, je suis d'accord. Après, c'est pas très franc, mais oui, je trouve quand même qu'il y a peut-être eu une certaine inspiration dans le fond. Pour la prochaine anecdote, on se retrouve en Amérique en 1983. Et la chanson que je vais aborder maintenant, vous la connaissez forcément. Il s'agit de Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper. Cette chanson qui porte l'étiquette d'hymne féministe depuis les années 80 a failli être tout l'opposé. Parce que ce n'est pas Cyndi Lauper qui a composé cette chanson, non, il s'agit de Robert Hazard dans les années 70. Il ne vous dit sans doute rien, mais moi il ne me disait rien avant que je connaisse cette anecdote. Mais ce gars-là, grosso modo, il a écrit les paroles parce qu'il avait un groupe lui aussi. Et sauf qu'il n'avait pas trouvé de label et Cyndi Lauper est tombée sur lui, elle a plutôt bien aimé son texte, elle le trouvait marrant, mais il y avait un petit bémol. Quand Roro il a écrit les paroles de cette chanson dans sa baignoire, lui il pensait pas du tout à l'émancipation féminine et au désir de la femme, non, il pensait au désir des hommes envers les femmes. Du coup il n'y avait plus trop le même sens finalement. C'est vrai que comme ça, quand tu l'écoutes sans comprendre réellement les paroles en anglais, voilà, ça passe. Mais quand tu comprends, c'est vrai qu'il y a un certain contraste entre les deux sens, quoi. Du coup, Cyndi Lauper s'est permis de réécrire la chanson pour que ça colle plus finalement. Par contre, même si je préfère les paroles de Cyndi Lauper et même sa musique en règle générale, je suis vraiment fan de cette chanson, je dois avouer que l'instrumentale de Robert and the Heroes, son groupe, elle est pas mal. Franchement, faut avouer, elle a une bonne guitare électrique et tout, elle tabasse bien, j'aime bien. La prochaine anecdote concerne un des premiers tubes des Guns N' Roses paru dans l'album Appetite for Destruction en 1987. Il s'agit de la musique Sweet Child O' Mine. Alors l'anecdote elle est assez courte mais elle me fait rire. En fait, si vous connaissez bien les Guns N' Roses, eux ils sont assez spéciaux quoi, ils sont assez speed même on pourrait dire. Ils vont des fois prendre des décisions sans réellement réfléchir. Ils avaient composé cette chanson, ils étaient prêts, donc ils se disent pourquoi pas l'enregistrer. Ils l'ont enregistré mais ils savaient pas comment la terminer. Ouais, sauf qu'une chanson ça a un début et ça a aussi une fin. Ce qui fait que quand ils arrivent à la fin des paroles et qu'ils savent pas quoi faire, là ils sont un peu dans la merde. Axl Rose il regarde le groupe en se disant qu'est-ce qu'on va faire, et du coup il répète les Where Do We Go Now qu'on a vraiment dans la version finale. Ils savent pas du tout quoi faire et là ça va être Steven Adler qui va un peu les sortir de cette situation. C'est le batteur du groupe qui se dit je vais jouer de moins en moins fréquemment, vraiment on va faire de moins en moins de notes, on va jouer de plus en plus lentement et ça va les guider, donc tous vont commencer à arrêter de jouer avant de faire le final un peu explosif qu'on connaît. Mais si Steven Adler avait pas eu cette idée, la musique aurait pu durer 8h20. Pour la quatrième anecdote et l'avant-dernière, on va pas réellement parler d'une histoire derrière un album, on va surtout parler d'une théorie qui est née autour d'un album. Et l'album dont on va parler a un nom à rallonge que je vais ne prononcer qu'une seule fois, c'est Those Who Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live Forever. Alors, voilà, déjà le nom il est posé, ça n'a aucun rapport avec la théorie pour le coup, mais la pochette elle ressemble à ça. Le nom du groupe c'est Explosion in the Sky, et si vous n'avez pas encore compris peut-être
la théorie, où est-ce qu'elle est née? L'album sort le 4 septembre 2001. Bon, vous en doutez, mais la théorie du complot autour de cet album, elle est liée à un événement qui s'est passé quelques jours après, après la sortie de l'album, que YouTube ne m'autorise pas à mentionner. Du coup, je vais juste dire 2 bâtiments très célèbres dans une mégalopole très célèbre qui ont été victimes d'une attaque. Voilà. Et bah, malheureusement, pour le groupe, ils n'ont pas choisi le bon moment pour sortir un album avec cette pochette et avec un nom comme celui-là. Bien sûr, je parle du nom du groupe. Et puis en plus, la pochette, si elle fait polémique, c'est parce que bon bah du coup, on voit quand même un avion aller vers un ange qui ressemble un peu beaucoup à la Statue de la Liberté. Et les gens ont dit les petits soldats en bas, c'est parce que du coup, on se doutait du conflit qui va être engendré après celui-là. Et puis surtout, dans l'album, à l'arrière, il y a un petit message pas très bien choisi, quoi, mais vraiment pas bien choisi du tout. À l'arrière de l'album, il est écrit « Cet avion se crashera demain ». Il n'y a aucune blague là-dessus, hein. Vraiment, tout ça, ça a existé. Sauf que bon bah forcément les conspirationnistes, quand ils ont vu tout ça, ils se sont dit ah bah c'est bizarre quand même. Pendant longtemps même, on disait que cet album est sorti le 10 septembre 2001. Bon, du coup, on sait que c'est faux, mais malgré tout, faut se dire que quand même, à ce moment-là, c'est sûr que quand t'as tous ces événements qui se regroupent ensemble sur un seul album, tu te dis que quand même c'est plutôt particulier quoi comme idée. Après c'est sûr, c'était pas un très gros groupe, mais malgré tout, bon, ça a le mérite de poser quelques soucis pour les gens, parce que forcément là tu te dis, si tu tombes sur cet album et que t'es américain, tu dois pas forcément kiffer les allusions alors qu'elles étaient pas du tout souhaitées, hein. Bon après les théories ont touché d'autres albums, hein, notamment Breakfast in America dont j'avais pu parler plus tôt. La serveuse tient un verre et en fait le verre se pointe juste devant les 2 bâtiments en question et sauf que vu que le verre est orange, ils ont dit ouais c'est les explosions dans les bâtiments, c'est n'importe quoi. Les gens étaient vraiment matrixés. Bon, par contre il y a un autre groupe qui a pas choisi le bon moment pour faire une blague sur cet événement, ça s'appelle The Coup. Alors The Coup, je sais pas réellement comment on le prononce, mais vu que c'est écrit coup comme en français, je le prononce comme ça. Ils ont fait un album qui s'appelle Party Music. La pochette, c'est ça aujourd'hui. Voilà, c'est l'album qu'on connaît aujourd'hui. Mais en juin de la même année, ils avaient commencé à travailler sur une autre pochette qui ressemblait à ça. Voilà. L'album, il est sorti le 6 novembre 2001. Ils se sont dit, on va peut-être le changer. Bon, voilà, cette anecdote, c'est pas forcément la meilleure à caler avant Noël. Et en même temps, je pouvais pas faire une vidéo consacrée uniquement sur ça parce que c'était aussi un petit peu chelou dans un autre sens. Donc je me suis dit je peux la caler dans cette vidéo, ça tombera bien. Comme je vous ai déjà dit, je fais toujours mes vidéos dans l'ordre chronologique, donc il me reste une dernière anecdote qui est arrivée en 2006 et qui au moins détendra un peu l'atmosphère et qui concerne un rappeur que vous connaissez bien puisqu'il concerne Eminem. L'info sur les rappeurs a été donnée par Akon en parlant de la fois où ils ont travaillé sur la musique Smack That. Akon a expliqué être plutôt surpris lorsqu'il a essayé de retrouver Eminem pour la première journée d'enregistrement et qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas en studio, il était assez tard dans la journée, voire la nuit allait commencer à arriver et bah lui il était totalement surpris de pas être là au même moment qu'Eminem. Il s'est dit bah c'est quoi ce rappeur qui est pas là la nuit quoi finalement. Et les mecs du studio lui ont expliqué ah mais c'est normal, Eminem il a des horaires scolaires pour être le plus possible avec sa fille. Du coup le lendemain Akon revient sur les horaires scolaires comme on lui a dit et oui Eminem il était là dès 9h, il faisait une pause de 13 à 14h pour pouvoir manger et de 14h à 17 il serait enregistré, 17h il finissait sa journée. Et il a toujours travaillé comme ça pour avoir lui aussi un certain rythme de vie et pouvoir profiter le plus possible de sa fille. Bon, au moins, c'est vrai que ça fait une anecdote un peu plus posée. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 23e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je voulais vous remercier pour tout ce que vous m'avez apporté sur cette série. Il restera un épisode demain où je vous ferai d'autres remerciements, mais quand même, voilà, c'est génial et je vous souhaite un très joyeux Noël parce que je sais que cette vidéo, après du retard, elle sortira le 24 et le 24, je sais pas réellement quand est-ce qu'elle va sortir, j'espère au plus vite. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier, vous souhaiter de très bonnes fêtes et écoutez, ressortez les anecdotes que j'ai pu vous lâcher pendant toute cette série parce que c'est toujours le bon moment, les fêtes de fin d'année pour pouvoir ressortir des petites infos comme ça. Et en tout cas, voilà, passez de très bonnes fêtes, un très bon réveillon de Noël ce soir et tout ce que j'ai à vous dire c'est joyeux Noël. Je vous souhaite une très bonne écoute et à demain pour un nouvel épisode.